Bonjour tout le Nathalie, je te monde. laisse commencer. Bonjour. Je vais partager Bonjour. l'écran, Nathalie. Parfait. Donc, sans plus tarder, je peux vous dire à quel point on est content d'être avec vous ce matin. Puis, bien entendu, on va davantage parler des milieux de vie qu'on connaît mieux, donc ceux qui sont gérés par l'Office municipal d'habitation de Montréal. Mais je pense que ce qu'on pourra dire, pourrait se généraliser aux milieux de vie pour aînés à Montréal. Donc, sans plus tarder, je vous dis que euh, la mission de l'Office municipal, je prends quelques minutes pour vous la dire. Je ne suis pas certaine que tout le monde la connaît. Donc, c'est améliorer les conditions de vie des familles et des personnes à faible revenu en offrant des logements et des services de qualité, tout en favorisant le pouvoir d'influence et d'action des résidents. L'Office, c'est une sorte de ville dans la ville. Donc, c'est c'est le plus grand propriétaire immobilier au Québec. C'est peut-être pas connu. C'est à la fois du logement social HLM, c'est à la fois un réseau de résidences certifié pour aînés, c'est aussi l'administrateur de suppléments au loyer dans le marché privé. Il y en a plus que 15 000. C'est un service de référence qui est surtout agissant autour du 1er juillet pour les ménages qui sont à la recherche de logement. On en entend beaucoup parler actuellement avec la crise du logement. Et puis, c'est une grande organisation maintenant, presque 950 employés. Euh, donc, 55 000 locataires. Et puis, donc, dans les 23 000 logements sociaux, au fond, il y a autant de gens sur la liste d'attente qui attendent, le même nombre à peu près, 23 000, qui attendent d'accéder au logement social que de gens qui y résident. Donc, puis, évidemment, on est partout dans la ville. Je passe assez vite là-dessus pour dire quand même que c'est un patrimoine bâti. Vous avez des chiffres ici, là, presque 900 bâtiments, qui est vieillissant. La moyenne d'âge est de 43 ans et qui nécessite donc quand même qu'on en prenne soin, qu'on préserve, qu'on reconnaisse que c'est un patrimoine collectif et donc pour lequel il y a beaucoup de travaux à venir et il y a donc aussi beaucoup d'efforts qui sont mis pour développer des nouvelles unités, avoir des programmes qui vont permettre de répondre aux grands besoins de logement social, donc pour essayer un peu de répondre à la situation du manque de logements abordables dans notre ville. Je te laisse la parole pour Marc-André, que tu nous parles un petit peu plus du profil des aînés. Merci, Nathalie. Donc, on le disait, là, 23 000 logements sociaux. Parmi ceux-là, 11 000 HLM sont dédiés à une population aînée. Parmi cette population aînée résidant à l'Office, dans les HLM pour aînés, il y en a 16 qui sont des locataires qui sont âgés de 80 ans et plus. 75 des personnes de 60 ans et plus vivent seules. Ça, c'est une donnée intéressante. On parlait de l'isolement tout à l'heure. En 2017, 60,3 des personnes âgées vivant en HLM vont y demeurer pendant plus de 10 ans. Donc, les gens restent longtemps dans leur logement, souhaitent rester longtemps dans leur logement. On va y revenir. C'est important à ce moment-là de les accompagner dans leur milieu de vie pour qu'ils y résident le plus longtemps possible. Il y a un deuxième volet du logement social public à l'Office municipal, c'est celui du logement abordable pour aînés. On les appelle les résidences en harmonie. Ce sont des RPA certifiés 1. Il y en a 10, bientôt une 11e que vous voyez en construction au-dessus du métro Rosemont actuellement. Donc, ça comprend donc 1259 logements et 1360 aînés. On a 80 couples, quand même une minorité de couples qui habitent dans nos résidences pour aînés.
La moyenne d'âge à l'entrée est de 75 ans. C'est une moyenne qui est en augmentation constante depuis la création du réseau au début des années 2000. La moyenne d'âge actuelle des résidents dans les RPA de l'Office, c'est de 80, aussi une moyenne qui est à une tendance à la hausse. Et 69 des résidents ont 75 ans et plus. Donc, une population dans une tranche d'âge supérieure voilà, dans nos résidences. Donc, Je me Nathalie, permets, Marc-André, oui, une petite question de Qu'est-ce que ça veut précision. dire Exact. certifié 1, ça, là? Merci, oui. Ça me fait plaisir d'y répondre. Il y a 5 niveaux de certification. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste de ces catégories-là, mais pour ce qui a trait aux résidences en harmonie, ce niveau de certification exige les résidences d'offrir 2 services parmi une gamme de 5 services identifiés, notamment le service de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi un service de repas. Dans le réseau en harmonie, il y a un autre service qui est ajouté, cela dit, c'est celui des loisirs. Donc, il y a 4 animateurs de milieu de vie qu'on appelle, qui s'occupent d'organiser, d'encadrer des loisirs, de proposer un calendrier d'activités sociales, physiques, communautaires à nos résidents. Est-ce que ça répond à votre question? On va enchaîner, puis Oui. on pourra en prendre d'autres. Donc, au fond, tu introduis effectivement la question du soutien ou des services qui sont offerts dans les milieux de vie. Oui, effectivement, dans le réseau HLM, c'est 25% des revenus des gens qui équivaut à leur loyer. Dans le logement abordable, c'est un loyer qui est pendant 5 ans après la construction, qui est pas plus élevé que 75% du coût moyen des logements, du prix du marché qu'on appelle, puis ensuite, qui va augmenter chaque année en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est moins élevé que dans les résidences, je dirais, privées, mais il reste que ce n'est pas du tout comparable à des coûts de HLM quand on parle de résidence avec service, résidence certifiée. Pour soutenir ces milieux de vie, on est dans le service de la gestion des milieux de vie, une petite équipe d'organisation communautaire, 12 personnes. Puis, il y a également une collègue qui s'occupe de l'accompagnement social et du soutien aux locataires, donc 5 travailleurs sociaux pour l'ensemble de l'île, 8 agents de relations avec les locataires qui vont venir en appui autour de la cohabitation. Puis, on a aussi développé, je vous fais ça rapidement, là, mais dans le cadre des travaux majeurs, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire pour rattraper. Donc, toute une équipe qui vient travailler à la consultation et à la participation des locataires pour qu'ils soient au cœur, partie prenante des projets de rénovation, les résidents. Donc, petite équipe qui travaille, bien entendu, pas seule, qui travaille en partenariat avec les organismes que vous représentez dans les tables de concertation, puis les ressources des communautés. Parce que au-delà du logement comme tel, au-delà d'un toit, le milieu de vie, c'est un lieu où il y a un réseau d'entraide, où il y a des liens. Vous en avez parlé la semaine dernière. Où quand même, c'est des milieux que, je parle pour les HLM, comme l'âge d'accès est 60 ans, c'est des milieux intergénérationnels et les gens, comme le dit Marc-André tout à l'heure, c'est leur dernier lieu de vie, donc ils souhaitent y vivre jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment ce que les gens souhaitent. Et on souhaite aussi que ce ne soit pas juste un maintien dans le logement, mais un maintien dans la communauté. Donc, et puis, on l'a dit tout à l'heure, puis vous en avez parlé la semaine dernière, la pandémie, c'est un révélateur. On peut déjà constater que l'isolement, qui est déjà quand même présent dans les HLM, pour certains, on constate déjà une plus grande détresse. On veut aussi dire que de l'autre côté, la pandémie nous a révélé ou a permis
de rapprocher le réseau de la santé des milieux HLM. Peut-être que ça a permis aussi de créer des nouvelles solidarités. Puis, du moins, on peut croire que ça révèle une prise de conscience collective sur le sort des aînés ou la situation des aînés, entre autres dans une grande ville comme Montréal. Plus d'infos sur les milieux intergénérationnels. Je dis intergénérationnels puisque l'âge d'accès des HLM est 60 ans et il y a des gens qui ont jusqu'à 100 ans. Donc, ce sont des générations qui se côtoient avec des besoins complètement différents. Quand on est dans le grand âge ou quand on est un jeune retraité, on n'a pas du tout le même mode de vie, les mêmes besoins, la même énergie non plus. Donc, si tu me mets la prochaine diapo, j'enchaîne en disant que c'est toi qui enchaînes. C'est moi qui enchaîne. Merci, Nathalie. Donc, on le disait, là, nos résidents veulent se maintenir dans leur milieu de vie, mais il y a un impact important de leur perte d'autonomie qui va avoir donc des conséquences sur non seulement leur qualité de vie, mais la qualité du milieu. Puis, parce qu'on est évidemment un gestionnaire de logement, c'est notre fonction, c'est notre mission, ça va avoir des impacts sur nos opérations, des impacts importants qu'il faut aussi considérer en tant qu'administrateur de logements sociaux publics. Un de ces impacts-là, importants pour nos opérations, c'est la nécessité d'adapter les logements aux besoins des résidents qui sont en perte d'autonomie. Donc, l'Office peut bien sûr adapter des logements, faire des réparations, des adaptations mineures, mais a besoin aussi d'interagir avec le réseau, avec d'autres partenaires pour adapter les logements à des besoins qui sont grandissants et plus importants que ce qu'on est capable d'offrir, nous, à l'Office comme adaptation. Une conséquence de la perte d'autonomie va être celle de la dégradation des logements. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais une personne en perte d'autonomie a plus de difficultés à effectuer un entretien minimal de son logement et va moins signaler les défectuosités. Donc, il va y avoir un risque de dégradation des logements et incidemment, une perte de qualité de vie. Son milieu de vie va être va avoir une détérioration. Pour ceux d'entre vous, je ne vous le souhaite pas, mais qui ont déjà vécu des enjeux avec des punaises, avec des coquerelles, vous comprenez que c'est vraiment, vraiment difficile, complexe de préparer son logement, de collaborer aussi avec des exterminateurs. Donc, quand il y a une perte d'autonomie, une perte cognitive, l'enjeu de la préparation des logements en vue des exterminations devient pour nous un enjeu majeur, pour les résidents un enjeu important. Ça va avoir un impact important sur leur qualité de vie, mais aussi, vous l'aurez compris, sur le milieu de vie. On parle beaucoup d'isolement. Les pertes cognitives, donc combinées au vieillissement dans le milieu de vie, à l'effritement donc du réseau social, va contribuer à l'augmentation de l'isolement. C'est des choses qu'on observe aisément de notre côté. Pour l'Office, le grand isolement des locataires va avoir comme conséquence d'entraîner des difficultés d'ordre administratif qui vont avoir des conséquences sur nos résidents. Par exemple, avoir des documents pour la reconduction des baux, par exemple, ou va avoir aussi des conséquences financières à la fois pour l'Office, mais pour les résidents, dans la mesure où quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité être victime d'abus financiers, donc va avoir une incapacité de payer son logement. L'une des conséquences directes de cet isolement-là, c'est le fait d'entraîner des personnes dans un cercle vicieux. Ceux qui ont le plus besoin de services, c'est souvent ceux qui les utilisent le moins. Donc, il va y avoir une absence de réseau d'appui et une sous-utilisation des services. Vous en avez parlé la semaine passée, c'est bien connu, et donc quelqu'un qui est en perte d'autonomie, en perte cognitive, va être plus souvent victime d'intimidation, d'abus, de maltraitance par ses proches, par l'entourage, par la communauté, malheureusement. Donc, le constat qu'on fait, c'est que les personnes âgées en perte d'autonomie vont craindre de perdre leur logement si elles signalent des désordres dans leur logement, des défectuosités, des enjeux avec la vermine. Ils ont aussi, on le constate, peur
de faire appel au réseau communautaire ou au réseau institutionnel parce qu'ils ont peur d'être institutionnalisés. Cet aveu ou le fait que les gens entrent chez eux, ils vont avoir cette observation qui dit, ben là, vous n'êtes pas en mesure de vous maintenir dans ce milieu de vie-là. Donc, les gens sont très réticents à faire appel au réseau, donc de là, à l'ensemble des réseaux. Donc, de là, l'importance pour nous, pour la communauté, du soutien, de créer des communautés bienveillantes autour de ces personnes-là par le biais des voisins, essentiellement pour faire en sorte que ces locataires puissent s'organiser eux-mêmes pour pouvoir se maintenir dans leur milieu de vie. J'enchaîne un peu rapidement parce que je vois le temps passer. Puis je pense que Marc-André vient de bien nous dresser la situation. Donc, depuis 25 ans, il y a toutes sortes de politiques, que ce soit le ministère de la Santé, la Société d'habitation du Québec. On a mis sur pied des entreprises d'économie sociale pour venir aider, entre autres, à avoir de l'entretien moins coûteux. Malgré toutes les initiatives, malgré le soutien communautaire en logement social, puis plusieurs peut-être d'entre vous faites de l'intervention de milieu, on voit les difficultés persistantes à être structurants autour des milieux et à obtenir des services. Donc, les besoins sont connus. Je crois qu'on pourrait même dire qu'ils sont reconnus. Mais toutefois, il reste ce paradoxe de la difficulté d'obtenir des services. Donc, on souhaite vraiment pouvoir offrir des milieux sains, sécuritaires, accueillants, sachant bien qu'avoir accès aux services de santé et vivre en sécurité, c'est des besoins de base pour parler de qualité de vie puis de maintien à la communauté. Je voudrais souligner quand même la différence quand même que font les aînés eux-mêmes dans la communauté et que font les organismes pour aînés qui offrent une présence, qui cherchent à faire du référencement. Donc, à la fin 2019, il y a dans nos 135 milieux de vie qu'on a répertoriés, il y a 112 milieux où on retrouvait soit une association de locataires, soit de l'intervention de milieu ou des services, on pourrait dire, sociaux communautaires. Donc, quand même, donc, il y a cette présence, mais comme je le dis, la pandémie vient mettre en lumière en même temps à quel point les communautés se sont organisées. Je pense entre autres à toute la sécurité alimentaire, toutes sortes de projets d'initiatives qui se sont déployés très rapidement et qui perdurent. Mais malgré tout, je dis que ce n'est pas les aînés qui doivent aller vers les services. Quand on parle de milieu de vie, ce sont les services et on doit travailler à ce que les communautés, donc qu'on aille vers eux. Si j'accélère aussi parce que je vois le temps. Oui, il vous resterait quelques minutes. Ben oui, c'est ça. Alors, donc, dans les pistes de solutions, je pense qu'il faut continuer de favoriser le pouvoir d'influence. Mais c'est ce qu'on souhaite, c'est une orientation, mais lever les freins à l'engagement, à la participation, à la contribution des résidents eux-mêmes. On doit continuer de faire des représentations pour que les besoins d'accompagnement puis de soutien au ménage soient encore accrus. Comment on fait ça? On agit en multidisciplinarité, évidemment. Et puis, voilà. Puis plus concrètement, ce que la table peut faire, Marc-André, tu vas nous dire ça. Oui, bien, on s'est collé sur le plan stratégique. On a retenu 2 éléments clés du plan stratégique de la table 2020-2023. Le premier, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des aînés dans les milieux de résidence, plus spécifiquement comment par une contribution de la table au débat de société en faveur du mieux-être des aînés. Je rajouterais, moi, en faveur aussi du maintien des aînés dans leur milieu de vie. Un autre élément, c'est celui de travailler à changer le regard sur le vieillissement et dans toute sa diversité, plus spécifiquement en valorisant les initiatives issues des aînés et des organismes qui les représentent. Puis si on veut vous laisser avec 3 choses là, à retenir de cette présentation sur les milieux de vie aînés à l'Office,
C'est le grand besoin d'accompagnement des milieux de vie, des gens qui se retrouvent en HLM, qui se retrouvent en résidence. C'est l'importance d'aller vers, Nathalie le dit, et particulièrement dans ce contexte de post-pandémie. Je pense qu'il va falloir faire un effort considérable pour réinvestir les milieux, pour s'y rendre, pour sonder les besoins et répondre aux grands besoins du déconfinement. C'est de maintenir minimalement, mais je dirais d'accroître le financement du soutien communautaire en logement social pour qu'il y ait des interventions